Dog can't get struck by lightning. You know why? Because he's too close to the ground. Who are you, Luther Haggs, to be a guest speaker at this luncheon? C'était une période difficile pour moi, car j'aimais vraiment la série Griffith. Don Knotts a fait rire l'Amérique, mais sa propre vie a été remplie de larmes. Il a grandi avec un père violent et alcoolique qui lui tenait des couteaux sous la gorge. Ce traumatisme l'a hanté à jamais. Même après avoir remporté 5 Emmy, elle a lutté contre des crises de panique si graves qu'elle ne pouvait même pas fonctionner. Dans ces dernières années, il a dû faire face à une autre catastrophe cruelle et est décédé d'un cancer du sang. C'est l'histoire d'un homme qui a apporté de la joie à des millions de personnes et qui s'est rarement retrouvé. Don Knotts est né à Morgantown, en Virginie occidentale, en 1924, 14 ans après sa sœur aînée. Ses parents n'avaient pas prévu d'avoir un autre enfant. Sa mère avait 41 ans. Son père avait du mal à subvenir aux besoins de la famille et ils avaient perdu leur usine. Il n'y avait pas d'argent, pas de confort, pas de place pour un nouveau bébé. Don dormait dans une boîte dans la cuisine, tandis que ses frères et sœurs aînés partageaient un espace avec des étrangers qui payaient un loyer pour garder la famille ouverte. Il n'y avait aucune intimité, aucun espace à eux, juste du bruit, du stress et le froid rappelant qu'il venait d'arriver. Il était petit et malade. Elle portait des vêtements d'occasion qui ne s'usaient jamais bien. Les enfants l'ont diverti à l'école. À la maison, les choses étaient pires. Son père, William, était presque aveugle, alcoolique et malade mental. La plupart du temps, il dormait sur le canapé, imprévisible et violent. Don a dû le dépasser pour arriver à la porte. Parfois, son père le menaçait avec un couteau. Don avait peur, chaque jour, à chaque instant. Il a dit un jour, « Je me sentais comme un perdant. » La plupart du temps, je me sentais très triste. À l'âge de 13 ans, son père meurt d'une pneumonie. C'était tragique. Mais pour Don, c'était comme si un poids avait été enlevé de sa poitrine. Mais la peur n'a pas pris fin. Ses 3 frères aînés, qui avaient connu des jours meilleurs, se sont révélés mauvais. Ils buvaient beaucoup, se disputaient souvent et transformaient parfois cette angoisse en Don. Ils les considéraient comme faibles et inutiles. L'un de ses frères, Shadow, était différent. Il plaisantait. Il avait peur. Il a apporté un peu de lumière dans le monde sombre de Don. Lorsque Shadow est mort d'une crise d'asthme, Don a perdu le seul membre de sa famille qui l'avait jamais fait rire. N'ayant personne pour le soutenir, Don s'est replié sur lui-même. Il s'est créé des amis imaginaires. Il inventait des histoires dans sa tête. C'est ainsi qu'il l'a guéri. Puis, il a découvert la ventriloquie. Il a construit un mannequin nommé Danny et a commencé à danser dans les églises, les écoles et les événements communautaires. Il n'avait que 15 ans. Ce n'était pas juste pour le plaisir. C'était une sortie. C'était la première fois que les gens l'applaudissaient. Pas pour ses frères, pas à cause du mannequin. Pour lui, il a tenté sa chance à New York, mais a échoué. Il est donc rentré chez lui et a rejoint l'Université de Virginie occidentale. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. En 1943, alors qu'il a 19 ans, il est élu. Les gens pensaient qu'il était un maître de l'exercice maritime. C'était un mensonge. Don n'était pas fait pour le combat. Il était trop poilu, trop nerveux. L'armée le plaça dans le bataillon spécial 6817, où sa mission consistait à divertir les soldats. En mai, Don a dansé dans un spectacle de variété militaire appelé Stars and Gripes. Il voyageait d'île en île pour aider à maintenir le moral. Au début, il utilisait son mannequin, Danny Hooch Matador. Don pratiquait la ventriloquie depuis qu'il était enfant, mais après 2 ans, quelque chose a changé. Il a commencé à se sentir en colère. Les gens se moquaient plus du mannequin que de lui. C'était censé être son numéro. Mais Danny a continué à voler la vedette. Son partenaire, Al Checker, pouvait également le voir. Don était fatigué de jouer les seconds rôles derrière un morceau de bois. Tout a changé en 1945. Sur le chemin du retour vers les États-Unis, Don était sur un bateau traversant le Pacifique Sud. Une nuit, le mannequin s'est levé et l'a jeté par-dessus bord. Don a dit plus tard qu'il avait imaginé le mannequin hurler en tombant, comme s'il était vivant. Mais il ne l'a pas regretté. Ce moment était comme couper une chaîne. Il n'allait plus se cacher derrière une marionnette. Il allait faire rire les gens comme lui. Il est rentré chez lui en janvier 1946. Don est retourné à l'Université de Virginie occidentale. Le GI Bill a financé ses études. Il a étudié le théâtre, a joué dans des théâtres universitaires
et a commencé à accélérer le caractère nerveux et agité de chaque rôle qui deviendrait sa signature. Cette fois, c'était tout lui. Pas un mannequin, just Don Knotts. Les gens ont commencé à le remarquer. Pendant ses études, il rencontre une femme nommée Catherine Metz. Elle était calme et réfléchie. Très différente de lui, elle était également impliquée avec quelqu'un d'autre. Mais Don ne s'est pas arrêté. Il le poursuivait, et d'une manière ou d'une autre, ça a fonctionné. En 1948, il se marie. La même année, Don a terminé son doctorat en théâtre. Don Knotts est parti pour la Virginie-Occidentale en 1948 avec un doctorat en théâtre et une facture d'impôt de $100. Il n'avait que 24 ans. Son rêve était simple, devenir acteur. Il prit donc un bus pour New York, espérant que son expérience dans le divertissement des troupes pendant la guerre lui ouvrirait quelques portes. Mais New York ne lui importait pas. La ville était tentante. Il enchaînait les auditions radiophoniques. Non seulement ils l'ont rejeté, mais ils l'ont ignoré. Les réalisateurs ne savaient pas quoi faire d'un enfant de New York. Entre-temps, il venait d'épouser Kay Metz. Les impôts arrivaient. La confiance s'effondrait. Il a failli le perdre. Mais les mêmes relations militaires qui lui ont permis de participer à la guerre ont fini par lui donner une bouée de sauvetage. Petit à petit, il a trouvé du travail. Ce n'était pas glamour, mais c'était quelque chose. En 1953, il décroche un rôle dans une émission nationale intitulée Search for Tomorrow. Cela a tout changé. Il a joué Wilbur Peterson, pas un god role. Un personnage névrosé et traumatisé qui ne pouvait même pas parler à qui que ce soit, sauf à sa sœur. Don a dû fouiller profondément dans son propre passé, ayant grandi dans la pauvreté avec un père malade mental, pour donner vie à Wilbur. C'était lourd, mais il n'est pas descendu. Il est apparu dans environ 500 épisodes en 2 ans. Peu importe à quel point il était fatigué ou anxieux, il continuait. Ce rôle a fait que les réalisateurs l'ont pris au sérieux. Il l'a également amené à Broadway en un rien de temps pour Les Sergents, et c'est là qu'il a rencontré Andy Griffith. À la même époque, en 1954, il décroche également un petit rôle dans Howdy Doody, une émission pour enfants vue par des millions de personnes. C'est là que quelque chose a changé. Il a joué un personnage de Twitchy nommé Tim Tremble. Cette anxiété, cette énergie plus élevée, ont fait que les enfants se sont amusés et les adultes l'ont remarqué. Ce qui a commencé comme un rôle pour enfants timides est devenu un test pour ce qui deviendrait plus tard leur nom familier. Il ne s'est pas contenté de jouer nerveusement. Il l'a vécu, mais il l'a rendu amusant. Derrière la caméra, les choses n'étaient pas faciles. Don souffrait d'une grave anxiété liée à la santé. Il pensait qu'il était malade tout le temps, même lorsque les médecins lui disaient que ce n'était pas le cas. Il s'est réveillé convaincu qu'il avait quelque chose de terminal. Son corps réagissait à son esprit. Crises de panique, tremblements, problèmes d'estomac. Tout cela est né d'une profonde anxiété d'enfance. Et maintenant, l'anxiété était de retour. Se mêlant au stress du showbiz, il l'a mangé. Les médecins lui ont donné des médicaments, principalement des barbituriques et des ancêtres. C'était dans les années 1950. C'était la norme. Mais bientôt, il en avait besoin juste pour traverser une scène. Je cherchais demain et après-demain en même temps. Les spectateurs riaient, mais nous étions en larmes à l'intérieur. Certains jours, j'oubliais les lignes. Certains jours, il ne ressemblait pas à lui-même. Les réalisateurs l'ont remarqué, mais ont contourné le problème. Il était toujours impeccable lorsque les caméras tournaient. Mais à l'écran, les drogues ont réduit sa précision et l'ont rendu plus difficile à gérer. Don Knotts n'était qu'un acteur en difficulté comme les autres jusqu'en 1956, année où tout a changé. Il a rejoint le Steve Allen Show et c'est là que son étrange petit personnage, l'homme nerveux et paniqué, a pris. Mais ce n'était pas seulement une invention. Don a vu un jour un homme lors d'un petit déjeuner en Virginie-Occidentale qui bougeait si mal qu'il était couvert d'eau. Cette image est restée gravée dans son esprit. Des années plus tard, elle est revenue vers lui dans un rêve. Il s'est réveillé, a écrit le numéro et l'a transformé en une comédie en or. Bientôt, l'Amérique reconnut son visage. De 1956 à 1959, Don a continué à apparaître dans l'émission. Puis, en 1959, lorsque l'émission d'aujourd'hui a déménagé à Hollywood, Don a déménagé aussi. Le personnage le suivait, mais ce n'était pas son premier grand moment avec une future légende. En 1955, Don a été choisi pour un spectacle de Broadway intitulé No Time for Sergeants. C'est là qu'il a rencontré Andy Griffith. Don avait un petit rôle,
juste un personnage secondaire. Mais ils se sont bien entendus. Sa chimiothérapie était réelle, même s'ils n'avaient pas eu beaucoup de temps de scène ensemble. À cette époque, Don avait terminé son service militaire. Pendant la guerre, il s'est produit comme ventriloque et comédien dans un spectacle intitulé Stars and Gripes. Après la guerre, il obtient son doctorat et commence à essayer de percer dans le monde du spectacle. En 1958, Don devait jouer dans la version cinématographique de No Time for Sergeants. Il a revisité son rôle sur scène avec Andy Griffith. C'était ses débuts au cinéma et cela a fait la différence. Le film a rapporté plus de 7,6 millions de dollars au box-office. Beaucoup d'argent pour l'époque. Sur scène, lui et Andy ont beaucoup parlé. Ils n'ont pas seulement agi, mais ont partagé des idées. Don apprenait à être plus drôle sans être évident. Cette idée d'être le gars nerveux qui pense avoir le contrôle lui est restée. Cela deviendrait sa marque de fabrique. Puis, sorti de nulle part, est arrivé le téléphone qui a tout changé. C'était le 15 février 1960. Don était à la maison en train de regarder la télévision lorsqu'il a vu Andy. Griffith, dans le Danny Thomas Show, jouait le rôle d'un shérif d'une petite ville. C'était le pilote de ce qui allait devenir The Andy Griffith Show. Don a immédiatement appelé Andy. Ils ne s'étaient pas parlé depuis presque 3 ans. Pourtant, dit Don, ne penses-tu pas que le shérif Andy Taylor devrait avoir un adjoint? Pas un agent, pas une audition. Juste un appel à froid et une idée folle. Mais Andy a aimé ça. Une rencontre a été organisée avec le producteur Sheldon Leonard. Au même moment, le concert de Don avec Steve Allen prenait fin. Le moment parfait. En quelques semaines, Don avait le poste. Puis vint Barney Fife. Les gens pensent que Barney n'est que Don qui fait à nouveau preuve de nervosité. Mais ce n'était pas si simple. Don a fait de lui une nouvelle personne. Bien sûr, Barney était agité. Mais il n'était pas seulement effrayé. Il était également arrogant, faux et trop sûr de lui. Il a agi comme s'il savait tout. En fait, je n'en savais pas grand-chose. C'est ce contraste qui a fait le succès de Barney. Au début, les scénaristes pensaient qu'Andy serait le gars drôle et Don le gars hétéro. Mais pendant le 2e épisode, Andy a vu quelque chose. Il a dit à l'équipe que Don devrait être le comédien et que je jouerais l'homme hétéro. Ce moment a changé tout le spectacle. Don a tout mis dans Barney. Sa façon de parler, sa façon de marcher, cette balle unique qu'il gardait dans son puits, même la façon dont il s'est disputé avec Thelma Liu et a effrayé Andy. Tout a été fait avec soin. Don a transformé ce qui aurait pu être un personnage secondaire typique en l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire de la télévision. Le public ne pouvait pas se passer de lui, et les critiques non plus. De 1961 à 1963, Don Knotts a remporté 3 Emmy Awards, non pas pour le meilleur acteur principal, mais pour le meilleur acteur dans un second rôle. Mais honnêtement, il est devenu le cœur du spectacle. Ses grands yeux, sa voix violente, ses mains cassées à chaque fois que quelque chose n'allait pas. Chaque instant était inoubliable. Il a transformé ce qui aurait pu être un personnage secondaire typique en l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire de la télévision. Les gens se souviennent encore de la règle de la balle unique. Barney n'était pas sûr de pouvoir charger son propre pistolet. Andy, lui, a fait garder cette seule balle dans son puits. Et même là, Barney a réussi d'une manière ou d'une autre à déclencher accidentellement la cave. À chaque fois que cela se produisait, il avait l'air désespéré. Lui donnait l'arme et s'enfuyait comme un garçon désespéré. Ce genre de comédie n'avait pas besoin de mots. C'était physique. Percy, inattendu. Et Don a résolu le problème à chaque fois. Mais Barney n'était pas seulement un imbécile. Il pensait être un expert en tout, de l'histoire juive à la chanson en passant par l'histoire américaine. Il se relevait, se comportait comme un gros bonnet, puis s'effondrait complètement lorsque les choses n'allaient pas comme il le souhaitait. Seule chanson, un désastre quand elle essayait trop, mais quand elle chantait doucement avec Andy, juste tous les deux, c'était très doux. Don a joué tous ses hauts et ses bas comme un expert. Puis vint le désastre. En 1965, Don est parti. Juste à la fin, il pensait que la chanson s'arrêterait après 5 ans, parce que c'est ce qu'il avait dit à Andy. Don a ensuite signé un contrat de production cinématographique avec Universal. Il a signé pour 5 films. Mais soudain, Andy a changé d'avis. La chanson était sur le point de continuer. Don n'a pas pu revenir. Il était déjà fermé. Et cela lui a brisé le cœur. Je ne voulais pas sortir, mais je n'avais pas le choix. Barney est apparu dans l'émission. Il a déménagé à Raleigh, une promotion, un travail dans la grande ville. Mais les fans ressentaient la distance.
Même si la série a continué jusqu'en 1968, beaucoup pensaient qu'elle ne serait plus jamais la même sans lui. Puis, né depuis l'année 1966. Puis à nouveau, en 1967, Don revient pour quelques épisodes, juste pour se faire plaisir. Mais sa présence est revenue à l'écran. Il est retourné à Mayberry comme s'il n'y avait jamais été. Et devinez quoi? Il a remporté 2 autres Emmy Awards pour ses brèves apparitions. Cela porte son total à 5. 5 Emmy pour un seul rôle. Aucun autre acteur secondaire dans une comédie n'a fait ça. Des années plus tard, en 1986, Don a porté le drapeau une dernière fois. Il est retourné à Mayberry et est revenu dans la série, plus vieux, plus lent, mais toujours plein de cette même magie. Lorsque Barney Fife est revenu à l'écran, c'était comme si cela ne s'était jamais produit. En 1964, Don Knotts s'éloigne de son rôle de meurtrier à la télévision et devient la star d'un étrange petit film intitulé The Incredible Mr. Limpet. C'était à moitié en carton, à moitié en live action. Il a joué le rôle d'un homme obsédé par les poissons qui s'est transformé en poisson parlant et a fini par aider le navire à chasser les sous-marins nazis. Cela semble ridicule, mais ça a fonctionné, en quelque sorte. Le film n'a pas fait un carton au box-office, rapportant ce qui représenterait aujourd'hui environ 35,7 millions de dollars. Mais cela a déclenché quelque chose d'important. Don Knotts pourrait porter un film à lui tout seul. La même année, Don a fait un grand pas. Il pensait que The Andy Griffith Show touchait à sa fin. Alors, il lui a signé un contrat de 5 films avec Universal Studios. Mais le spectacle ne s'est pas terminé et Andy Griffith s'est retrouvé sans lui. Don n'a pas pu revenir. L'accord sur le film a été conclu. Cette décision est devenue le début de quelque chose de grand. Son premier film pour Universal, The Ghost and Mr. Chicken, est sorti en 1966 et a rapporté beaucoup d'argent. Sa fabrication a coûté environ 670 $ et a permis de récupérer au moins 5 fois ce montant. Il était le numéro 34 du bureau et a finalement gagné environ 100,1 millions de dollars ajustés. Ce succès a conduit Universal à le fermer pendant 5 ans. Dès là, Don est sorti en 1967 et a joué un homme ayant peur des hauteurs qui s'est retrouvé pris dans le programme spatial dans The Reluctant Astronaut. Le film comprenait de véritables images de la NASA et a été diffusé seulement 2 jours avant le lancement tragique d'Apollo 1, qui a dépassé la date prévue de lancement. Puis vint The Shakiest Gun in the West en 1968, un remake d'une vieille comédie de Bob Hope. Encore une fois, ça s'est bien passé. Il n'a pas gagné beaucoup, mais il en a gagné beaucoup. Il était particulièrement populaire dans le Midwest et le Sud. Les critiques new-yorkaises l'ont à peine remarqué, mais le public était présent à chaque fois. Puis, en 1969, Don a essayé quelque chose de différent. Le dieu de l'amour a castré Don en un personnage du type Hugh Hefner dirigeant un magazine risqué. C'était un choix étrange. Le public n'a pas cru. Le film a fait un flop, ne rapportant que 15,4 millions de dollars ajustés. Don a essayé de changer son image, mais elle a explosé. En 1970, il a admis au Chicago Tribune qu'il était confus quant à ce que les gens voulaient. Il avait peur que les téléspectateurs se fâchent contre lui parce qu'il incarnait encore et encore le même personnage nerveux. Son dernier film sous contrat Universal fut How to Shape a Figure en 1971. Il ne marcha pas bien non plus, ne rapportant que 21,6 millions de dollars ajustés et rapportant 86 millions de dollars pour l'année. Après 5 ans, le studio a décidé de ne pas renoncer à l'accord. Hollywood changeait rapidement. Des films comme Le Lauréat, Easy Rider et Midnight Cowboy ont réécrit les règles. Et le style de Don ne convenait plus. Il avait 47 ans. Sa carrière était en plein effondrement et il ne savait pas ce qui allait suivre. Mais ce n'était pas la fin. En 1979, la société de sitcom à succès, 3 avait besoin d'un nouveau maire. Les vieux gars partaient pour un spin-off et les producteurs ont appelé Don. Au début, l'équipe était nerveuse. John Ritter a même déclaré qu'ils avaient peur de Knotts en raison de sa célébrité déjà grande. Mais une fois que les caméras ont commencé à tourner, tout le monde a vu que Don avait apporté quelque chose de spécial. Son nouveau personnage, Ralph Burley, était fort, brillant et toujours plein de lui-même, surtout avec les femmes. Mais c'est ce qui le rendait amusant. Il pensait qu'il était doué, mais il n'y est jamais parvenu. Et ce n'était pas seulement une blague. Les gens ont adoré son apparence. Les vêtements de Don Burley étaient violents.
des robes lumineuses, des couleurs énormes, des décolletés éclatants. C'était la maturité des années 70. Mais ces robes correspondaient à l'énergie que Don apportait au rôle. Il faisait des grimaces, utilisait son corps comme du carton et faisait rire les gens simplement en entrant dans une pièce. Lorsque Suzanne Somers a quitté la série en 1981, les scénaristes ont commencé à donner plus de blagues à Don. Son personnage est devenu encore plus important et il est resté dans la série jusqu'à sa fin en 1984. Après cela, Don n'a pas disparu en 1987. Il apparaît dans une autre sitcom dans le rôle d'un professeur pour le reste de la saison. Un an plus tard, il rejoint Matlock, travaillant à nouveau avec Andy Griffith. Comme au bon vieux temps, il a également fait du doublage, notamment une version animée de lui-même dans les nouveaux films Scooby-Doo. Il a même eu sa propre émission de variété en 1970. Et si vous aviez regardé la télévision à l'époque, vous l'auriez peut-être vu en tant qu'écrivain dans d'autres émissions populaires comme Here's Lucy ou The Bill Cosby Show. Mais derrière la comédie, il y avait une histoire bien différente. L'enfance de Don a été sombre. Son père, Jesse, souffrait de problèmes de santé mentale et était connu pour boire beaucoup. Il y avait des moments où il prenait un couteau et le pressait contre le cou du jeune Don, criant qu'il allait le tuer. Ce n'était pas juste une fois. Sa mère a rappelé à Don son apparence adulte en lui demandant « Tu te souviens quand tu étais dans ses chaussures et que ton père tenait un couteau sous ta gorge? » Jesse a été envoyée 2 fois dans un hôpital psychiatrique. Elle est morte quand Don avait 13 ans et c'est seulement à ce moment-là que Don a commencé à se sentir libre. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'ouvrir, à essayer d'être drôle et à construire la personnalité qui le rendrait un jour célèbre. Mais les blessures restaient. Le fil de Don. Karen a déclaré qu'elle avait beaucoup de sentiments. Il a lutté contre la dépression pendant des années. Il pourrait être piégé dans ses propres pensées et incapable de se lever. Même lorsque c'était un succès, cela ne semblait souvent pas suffisant. Il a dit d'un jour à un journaliste qu'il se sentait comme un perdant. La plupart du temps, je me sentais très triste. Nous étions pauvres et je détestais ma taille. Même lorsque j'y suis parvenu, ces sentiments n'ont jamais disparu. Son frère a dit que Don avait toujours l'impression qu'il n'était pas assez bien. Même lorsque les fans l'aimaient, la célébrité, les récompenses, les rires, rien de tout cela ne pouvait apaiser la douleur qu'il portait depuis son enfance. La peur, la tristesse et le doute étaient toujours là, juste cachés derrière le sourire. Don Knotts était en pleine forme en 1979. Il venait de rejoindre la troupe de la sitcom à succès 3, faisant rire des millions de personnes dans le rôle de l'avocat Ralph Furley. Mais dans les coulisses, tout a changé lorsqu'il a reçu une terrible nouvelle. Il est entré dans l'obscurité. À seulement 57 ans, Don a reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire. Je n'ai pas pu lire correctement les écrits. Je suis désolé. Je reconnais les visages. Même conduire est devenu dangereux pour un homme dont les expressions l'ont rendu célèbre. Ce n'était pas seulement un problème de santé. C'était un rêve. Au début, il est resté immobile. Mais à l'intérieur, ça tombait. Il est devenu renfermé, déprimé et émotif. Sa femme, Laura Leigh, a déclaré qu'il était devenu obsédé par l'idée de faire tout ce qu'il pouvait avant de perdre définitivement la vue. Il n'était plus le même homme. Même sa fille, Karen, a remarqué à quel point elle était devenue fragile. Il a déclaré que ses émotions allaient si vite que les gens autour de lui ne savaient pas à quoi s'attendre. Il est resté au lit pendant des jours, troublé par la peur et des pensées sombres. Sur scène, il paniquait avant les scènes et s'enfermait parfois dans sa chambre. Ces problèmes ont rendu son anxiété encore plus grave. Et je me suis toujours battu pour ça depuis que je suis enfant. Puis, de nulle part, un son d'espoir est venu. Vers 1982. Les médecins lui ont proposé un nouveau type de chirurgie. Quelque chose d'expérimental et de risqué. Don a saisi l'opportunité et ça a fonctionné. Sa vision n'est pas revenue complètement, mais elle s'est suffisamment améliorée pour qu'il puisse à nouveau travailler. J'étais soulagé. Il se sentait vivant. Pendant un certain temps, on en a encore plaisanté. Il y avait plus de rêves. Il a même déclaré au New York Times qu'un aveugle apporterait tout ce qu'il pouvait pour voir, car il le pouvait encore. Mais le mal était déjà fait. Leur mariage n'a pas pu survivre au chaos de ces années. Laura Leigh, sa deuxième épouse, avait été une patiente. Mais entre 1979 et 1983, elle a vu son mari se transformer en quelqu'un de méconnaissable. J'étais tout le temps anxieux. Il parlait constamment de sa santé.
J'ai demandé un thérapeute, mais il n'a pas voulu le faire. La tension continuait de croître. Les amis ont dit que la femme se disputait de plus en plus. Et finalement, Laura Lee est partie. Le divorce a été finalisé et le chapitre de la vie de Don s'est tranquillement fermé. Après le match, il a disparu de la vue et n'a jamais parlé publiquement de la douleur qu'il a subie. Une fois les choses calmées, Don a recommencé. Cette fois, au début des années 2000, il était atteint d'un cancer du sang. L'ironie était brutale. J'avais arrêté de fumer il y a des années, mais le mal était déjà fait. Au début, il n'en a parlé à personne, pas même à ses enfants. J'avais peur que si la nouvelle se répandait, je serais fini. Mais le cancer était déjà dans les deux âmes. Mais Don étant Don, il a trouvé un moyen d'en rire. Lorsque son médecin a confirmé le diagnostic, Don a fait une blague. C'était lui. Même lorsqu'il était mourant, il voulait faire sourire les autres. À 81 ans, alors que la plupart des acteurs étaient déjà décédés, Don Knotts travaillait toujours. Il a prêté sa voix au maire Turkey Lurkey dans Chicken Little de Disney en 2005, son premier projet Disney depuis des décennies. Ce qui rendait cela encore plus impressionnant était le fait qu'il était presque blindé jusqu'alors. J'avais une dégénérescence maculaire dans les deux yeux, mais cela a continué et ne s'est pas arrêté là. Il a fait une dernière apparition en direct dans cette émission en incarnant une version du personnage loufoque qui l'a rendu célèbre dans Three's Company. Parallèlement, il a également joué Wormy dans la série Hermie and Friends et a enregistré un dernier rôle en tant que chien nommé Sniffer dans Air Buddies, sorti après sa mort. Même lorsque sa santé s'est détériorée, Don Knotts n'a jamais cessé de danser. Sa carrière a débuté en 1941 et, d'une manière ou d'une autre, même après 65 ans, il faisait toujours sourire les gens. Ce qui a rendu les dernières années de Don encore plus impressionnantes, c'est la présence de son plus vieil ami, Andy Griffith. Les deux hommes se sont rencontrés en 1955 alors, qu'ils travaillaient sur un spectacle de Broadway intitulé No Time for Sergeants. Ils n'étaient que deux enfants qui essayaient de se lancer dans le show business. Ce même travail est devenu une bonté de vie des années plus tard, lorsqu'ils ont fait le Andy Griffith Show. Andy a en fait changé tout le décor juste pour laisser Don être le gars drôle. C'est à quel point ils étaient proches. Et quand Don est tombé malade, Andy était parti. Elle est allée le voir une dernière fois à l'hôpital. Il n'était pas seulement une co-star, mais un membre de la famille. Selon le vieux grand-père de Don, Andy était la dernière personne à rendre visite à Don avant sa mort, en plus d'être un membre proche de la famille. Ron Howard, qui a grandi en les regardant sur les plateaux de tournage, avait de très bonnes choses à dire. Ils avaient un profond et ouvert respect l'un pour l'autre et sont restés amis jusqu'à la fin. Même lorsque Don a quitté la série en 1965 pour faire du cinéma, une décision qui aurait pu ruiner toute amitié. Il ne l'a pas fait. C'est la force de leur connexion. Don Knotts est décédé dans la nuit du 24 février 2006. Il avait 81 ans. Un cancer du poumon l'avait effrayé et une grave pneumonie avait aggravé les choses. Il était soigné au Cedars-Sinai à Los Angeles, où les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais son corps ne pouvait plus lutter. Andy Griffith, lui, avait seulement rendu visite. C'est comme ça que c'était avec sa famille. C'est ainsi que s'est comporté l'un des comédiens les plus appréciés d'Amérique. Don avait traversé beaucoup d'épreuves dans la vie. Né en Virginie occidentale, il est né pendant la Grande Dépression et servi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a quand même trouvé le moyen de faire rire le monde. Lorsque la nouvelle de sa mort a éclaté, les hommages ont afflué. Les journalistes ont écrit des articles sur sa carrière. Les stars d'Hollywood ont partagé des souvenirs. Les fans se souviennent de leurs étapes préférées. Ses funérailles furent privées, mais l'émotion fut profonde. Andy Griffith a prononcé un éloge funèbre qui a laissé tout le monde en larmes. Don a été recherché à Westwood Village Park, à Los Angeles, avec d'autres légendes d'Hollywood. Mais pour tous ceux qui l'ont admiré au fil des années, il n'était pas seulement une star, il faisait partie de la famille. Et même dans la mort, Don Knotts n'a jamais cessé de faire sourire les gens.